Bienvenue dans Letty Yogi Lab, le podcast qui aide les professionnels du bien-être et du yoga à enseigner avec sens, à s'aligner et à développer une activité vraiment rentable. Et si le yoga aujourd'hui excluait plus qu'il n'incluait? C'est une question qui peut déranger et je vais être très honnête avec toi, elle m'a moi-même dérangée pendant longtemps. Parce que, comme beaucoup, j'ai été formée avec cette idée profondément ancrée que le yoga était une pratique universelle, accessible à tous, une pratique vraiment qui s'adapte, qui accueille et qui ne juge pas. Et pourtant, quand on regarde ce qui se passe réellement sur le terrain, il y a un décalage entre ce que l'on dit et ce que vivent certaines personnes. Dans cet épisode, je ne vais pas remettre en question le yoga. Je vais remettre en question la manière dont on l'enseigne aujourd'hui. Et surtout, je vais t'expliquer pourquoi, selon moi, le yoga sur tapis est en train de devenir, malgré lui, une pratique élitiste. Je me souviens très bien du moment où j'ai commencé à ressentir ce malaise. Et ce qui est important pour moi de te dire ici, c'est que je ne me place pas du tout en dehors du système. J'en ai fait partie complètement. Pendant des années, j'ai enseigné des pratiques extrêmement dynamiques, très engageantes physiquement, comme l'ashtanga, le vinyasa, le power yoga. Des cours intenses, structurés, exigeants, avec du rythme, de l'énergie, de la chaleur, et aussi, il faut le dire, une certaine forme de performance. Et à ce moment-là, ça me semblait complètement cohérent, parce que c'était ce que j'avais appris, c'était ce que je maîtrisais, et c'est, franchement, il faut le dire aussi, ce que les élèves présents dans mes cours venaient chercher. Mais avec le recul, je me rends compte que je ne voyais qu'une partie du tableau. Je voyais ceux qui étaient là, je ne voyais pas ceux qui n'osaient même pas venir, qui n'osaient même pas franchir la porte du studio. Et le déclic est arrivé dans un moment très simple, presque banal. Une personne qui me dit presque à voix basse, comme si elle s'en excusait d'avance, le yoga, c'est pas pour moi. Et cette phrase, elle m'a arrêtée, parce qu'elle ne parlait pas de yoga. Elle parlait pas de la manière dont cette personne se percevait face au yoga. Quand j'ai pris le temps d'échanger, de comprendre un peu plus en profondeur, j'ai réalisé que ce n'était pas un manque d'envie, c'était pas non plus un manque d'intérêt, c'était juste un sentiment de décalage, un sentiment de ne pas être à sa place, de ne pas avoir le bon corps, le bon niveau, la bonne souplesse. Et là, quelque chose a commencé à bouger en moi, parce que j'ai compris que ce rejet n'était pas un rejet du yoga, c'était un rejet de l'image du yoga qu'on renvoyait. Il peut arriver que certaines personnes n'osent même pas franchir la porte d'un cours, pas parce elles n'en ont pas besoin, mais parce qu'elles ont déjà intégré inconsciemment qu'elles ne correspondent pas du tout à ce qui est attendu. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est de réaliser que, sans le vouloir, sans même en avoir conscience, j'avais moi aussi contribué à ça. Pas par intention, mais par reproduction. Je reproduisais finalement un modèle, un rythme, un niveau d'exigence, une manière d'enseigner qui convenait à certains mais pas à tous. Et ce jour-là, j'ai compris que le problème n'était pas les élèves, le problème c'était le cadre que nous, en tant que professeurs, nous étions en train de poser. Et ça pour moi, ça a été un véritable électrochoc. On parle énormément de yoga inclusif aujourd'hui. C'est devenu même un mot presque incontournable. On le voit partout, sur les réseaux sociaux, dans les descriptifs de cours, dans les formations. Vous savez, la phrase qui dit accessible à tous, tout niveau. Et ça, c'est vraiment les discours qu'on retrouve des professeurs. L'intention, elle est belle, elle est sincère dans la plupart des cas. Et elle part souvent d'ailleurs d'un véritable désir d'ouvrir le yoga à tous. Parce que si on veut réellement parler de yoga inclusif, il ne suffit pas juste d'ouvrir la porte. Il faut être capable de faire en sorte que, une fois à l'intérieur, chaque personne puisse réellement entrer dans l'expérience. Ce qui est vraiment intéressant quand on prend un peu de recul, c'est de voir que cette élitisation, pas facile à dire, du yoga, ne s'est pas faite du jour au lendemain. Elle ne vient pas non plus d'une volonté d'exclure. Elle s'est installée progressivement, presque silencieusement, à mesure que le yoga évoluait dans nos sociétés modernes. Et je pense que pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut accepter de regarder plusieurs choses en face. D'abord, il y a eu une transformation très forte de l'image du yoga. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, le yoga est devenu ultra visuel, ultra esthétique, inspirant.
mais aussi très codifié. On a commencé à associer la pratique à des corps souples, toniques, alignés, à des postures impressionnantes, parfois presque acrobatiques. Et même si ce n'était pas l'intention de départ, eh bien cela a créé une forme de norme implicite. Une norme à laquelle finalement inconsciemment beaucoup de personnes se comparent. Et quand on ne correspond pas à cette image, eh bien on peut très vite avoir l'impression que ce n'est pas pour soi. Ensuite, il y a eu l'évolution des formations. On forme aujourd'hui beaucoup de professeurs et c'est une très bonne chose. Mais dans beaucoup de cas, on met encore énormément l'accent sur la mémorisation des enchaînements, euh, comment dirais-je, des séquençages ultra inspirants, sur la reproduction de séquences, sur la maîtrise des postures et beaucoup moins sur la capacité à lire un corps, à adapter en profondeur, à ralentir, à déconstruire. Moi-même, j'ai été formée dans cette logique-là. J'ai appris des séries, des séquençages, des transitions, des rythmes. J'ai appris à guider un groupe, mais je n'ai pas appris au départ à accompagner des corps qui sortaient de ce cadre-là. Et forcément, quand on enseigne, on transmet ce qu'on a appris, on reproduit. Et puis, il y a un autre point plus subtil, mais tout aussi important, c'est la manière dont on associe, dont on a associé parfois, même sans s'en rendre compte, la valeur d'un cours à son intensité. Plus c'est dynamique, plus c'est fluide, plus c'est challenging, plus on a l'impression que le cours est réussi, que l'élève a travaillé, qu'il en a eu pour son temps, qu'il en a eu pour son argent. Et ça, c'est quelque chose que j'ai moi-même longtemps porté dans mes cours. Avec le recul, je me rends compte bien sûr que j'ai moi aussi valorisé cette intensité, que j'ai cherché à proposer des séances engageantes, physiques, presque exigeantes, parce que c'était ce que je pensais être attendu. Mais la question que je me pose aujourd'hui, c'est à quel moment cette exigence devient une barrière? À quel moment elle commence à exclure plutôt qu'à inclure? Parce que quand on assemble tous ces éléments, l'image, la formation, les attentes, les codes implicites, eh bien, on se retrouve avec un yoga qui, sans le vouloir, s'adresse surtout à ceux qui sont déjà prêts à l'accueillir, ceux qui ont déjà un certain niveau, une certaine aisance corporelle, une certaine confiance aussi. Et tous les autres, eh bien, ils restent à la porte. Alors, pas parce qu'ils ne veulent pas rentrer, mais parce que rien dans ce qu'ils voient, dans ce qu'ils entendent, dans ce qu'ils imaginent, ne leur donne réellement la sensation qu'ils sont, en tous les cas, qu'ils ont leur place. Et c'est exactement là que, selon moi, se joue un tournant dans notre métier. Parce qu'on ne peut plus se contenter de reproduire un modèle. On doit commencer à le questionner. Quand on commence à regarder les choses avec un peu plus de lucidité, on réalise qu'il y a toute une partie de la population qui gravite autour du yoga, sans jamais vraiment y entrer. Et des personnes qui regardent de loin, qui s'y intéressent, qui en entendent parler, qui savent au fond que ça pourrait leur faire du bien, mais qui ne franchissent pas le pas. Combien d'élèves m'ont dit: ça fait longtemps que j'ai envie de faire du yoga, mais je n'ose pas. Je ne sais pas si je suis en capacité euh, de suivre un cours. Et ce qui est troublant, c'est que ces personnes-là ne sont pas marginales, elles sont nombreuses. Alors il peut s'agir de personnes un peu plus âgées, qui ressentent des raideurs, des douleurs, une perte de mobilité, et qui se disent que le yoga, il est trop exigeant pour elles, il y a entre guillemets trop de jeunesse dans le cours. Il peut s'agir aussi de personnes qui sortent d'une blessure, d'une opération, de maladies chroniques ou simplement d'une période de sédentarité et qui ne savent pas comment reprendre en douceur une activité qui prendrait en charge un corps qui est sensible. Il peut s'agir aussi de personnes qui n'ont jamais fait de sport, qui n'ont pas les codes, qui n'ont pas la confiance et pour qui finalement entrer dans un cours collectif représente déjà un défi énorme. Et parfois, il peut même y avoir quelque chose de plus profond, une forme de gêne, de retenue, presque de honte. Combien d'élèves m'ont contacté pour que je les accompagne dans des cours privés avant d'avoir, on va dire, la confiance pour intégrer un cours collectif. Qu'est-ce qui se cache finalement derrière cette démarche? La peur d'être la personne qui ne suit pas, la peur de ralentir le groupe, la peur de ne pas comprendre, la peur d'être regardée aussi. Et du coup, ces personnes-là préfèrent ne pas venir. Elles se disent que ce n'est pas pour elles. Et avec le temps, finalement, cette idée, elle s'installe comme une vérité. Et ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est que ces personnes-là,
ne sont pas en dehors du yoga. Elles sont exactement celles qui en auraient le plus besoin. Mais elles ne sont pas visibles, elles sont invisibles. Invisibles dans les cours, invisibles dans les communications, invisibles même dans les représentations. Et pendant longtemps, moi aussi, je suis passée à côté. Je voyais les élèves présents, engagés, motivés, et je pensais vraiment sincèrement que c'était ça mon public. Mais en réalité, mon public était beaucoup plus large que ça. Simplement, une partie n'osait pas se montrer. Et c'est là que mon regard a commencé à changer. Alors pas du jour au lendemain, pas avec une révélation spectaculaire, mais plutôt progressivement. À travers d'échanges, à travers de retours. Tu sais, quand une élève vient pour la première fois à un cours, et qu'à la fin du cours, où tu as donné beaucoup de dynamisme, etc., et tu la vois, tu vas la voir et tu lui dis: «Alors ça va, ça s'est bien passé?» Alors évidemment, elle te dit pas non, hein. Elle va avoir des phrases du type: «Ah oui, c'est quand même pas facile, je manque de souplesse, en tous les cas, ça a été très difficile pour moi». Et puis tu la vois plus jamais revenir. Et voilà. À travers ces phrases, parfois très simples mais très révélatrices, il y a «je n'ai jamais osé venir» ou «je pensais que ce n'était pas pour moi», «je ne me sentais pas capable» ou alors après avoir expérimenté le premier cours: «C'est carrément pas pour moi, je n'arrive pas à suivre, je me sens complètement en décalage avec le groupe». C'était l'entrée dans le yoga. C'était la manière dont on y accède, la manière dont on est accueilli, la manière dont on se sent légitime ou non d'y avoir sa place. Et c'est précisément à ce moment-là que le yoga sur chaise a commencé à prendre une autre valeur, un autre sens dans mon parcours. Plus comme une pratique à part entière, mais plutôt comme une réponse. Une réponse à ces personnes qui n'entrent pas dans le cadre classique. Une réponse à des corps, à ces corps qu'on ne sait pas toujours accompagner. Une réponse aussi à cette réalité que tant qu'on ne la regarde pas en face, on continue, malgré nous, à laisser des gens sur le côté. Parce que le yoga sur chaise, ce n'est pas seulement une adaptation, c'est une porte d'entrée, une porte plus accessible, plus rassurante, plus progressive aussi. Une porte qui permet à des personnes qui s'étaient exclues elles-mêmes de revenir. Et pour moi, c'est là que tout a basculé. Parce que je ne voyais plus la chaise comme un outil, je la voyais comme un lien. Un lien entre le yoga et ceux qui en étaient éloignés. C'est précisément à cet endroit-là que le yoga sur chaise prend toute sa dimension. Et je fais vraiment attention aux mots que j'emploie ici parce que pendant longtemps, moi-même, je me suis trompée. Je pensais que le yoga sur chaise était une version simplifiée du yoga, une sorte d'adaptation un peu au rabais, c'est-à-dire utile dans certains contextes, mais qui restait en périphérique de la pratique principale. Et en réalité, c'est tout l'inverse. Le yoga sur chaise ne simplifie pas le yoga, il le révèle. Il t'oblige d'ailleurs à revenir à l'essentiel, à ce qui fait réellement la posture au-delà de sa forme extérieure, à comprendre ce qui se joue dans le corps, dans l'alignement, dans l'intention, sans pouvoir t'appuyer sur l'amplitude, sur la souplesse et sur la performance, il faut bien le dire. Parce que quand tu enseignes sur chaise, tu ne peux plus te cacher derrière une démonstration. Tu ne peux plus compter sur l'élan du groupe. Tu ne peux plus aussi te dire que oui, ça va passer, ça va le faire. Non, tu dois comprendre, tu dois observer, tu dois ajuster. Et c'est là que ton niveau d'expertise change. Parce que tu passes d'un yoga que l'on reproduit à un yoga que l'on construit en temps réel, en fonction de la personne que tu as en face de toi. Et ce qui est fascinant, c'est que cette exigence-là transforme complètement ta manière d'enseigner, y compris en dehors de la chaise. Tu deviens plus précise, plus attentive, plus pertinente. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Le yoga sur chaise te reconnecte à la mission initiale du yoga. Alors pas celle qu'on voit sur les réseaux, hein, c'est pas celle qui est esthétique ou impressionnante, mais celle qui consiste à permettre à une personne de se reconnecter à son corps, à sa respiration, à ses sensations, là où elle en est aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis souvent que le yoga sur chaise n'est pas une alternative, c'est un repositionnement. Un repositionnement dans ta manière d'enseigner, un repositionnement aussi dans les publics que tu peux accompagner et aussi un repositionnement dans ta posture professionnelle. Parce qu'à partir du moment où tu maîtrises cette approche, tu n'es plus simplement en train de proposer des cours, tu es en train d'apporter une réponse. Une réponse à des personnes qui ont été mises de côté, une réponse à des structures qui cherchent des solutions concrètes.
une réponse à un besoin réel, actuel et en pleine expansion. Et c'est là que naturellement ton activité peut évoluer. Parce que tu ne dépends plus uniquement de tes créneaux en studio, tu peux intervenir aussi ailleurs, autrement, avec une autre valeur perçue. Mais je tiens à être très claire sur un point. Le yoga sur chaise ne doit jamais être utilisé comme un levier facile. Parce que ces publics demandent beaucoup plus de précision, plus de rigueur, plus de compréhension. Ce sont des corps fragiles, sensibles. Et c'est exactement pour ça que c'est une opportunité. Mais une opportunité qui est ultra exigeante. Une opportunité qui demande de se former autrement, de développer un regard, d'affiner d'ailleurs sa pédagogie. Et c'est précisément là que se joue la différence entre quelqu'un qui ajoute une corde à son arc et quelqu'un qui construit une véritable expertise. Parce qu'au fond, la vraie question n'est pas est-ce que je peux enseigner le yoga sur chaise? La vraie question, c'est est-ce que je suis capable d'utiliser cet outil pour transformer réellement l'expérience de mes élèves? Et quand tu commences à répondre oui à cette question, eh bien, tu n'enseignes plus de la même manière. Et ton activité, elle non plus d'ailleurs, ne se construit plus de la même manière. Si ce que je partage dans cet épisode résonne en toi, si tu sens que tu as envie d'enseigner autrement, avec plus de justesse, plus de finesse, plus de compréhension, un peu moins élitiste, beaucoup plus bienveillant, c'est précisément pour cela que j'ai créé la formation en e-learning de yoga sur chaise. Alors pas pour ajouter une compétence en plus, mais vraiment pour t'aider à structurer ce regard, à comprendre profondément le corps en mouvement sur une chaise, à construire des séances cohérentes, adaptées aussi avec plus de précision, sans perdre l'essence du yoga. Si tu veux aller plus loin, tu trouveras toutes les informations dans la description de l'épisode. Ce que j'ai compris avec le temps, et ça fait 25 ans que j'enseigne, c'est que le yoga n'a jamais été le problème. Le yoga, dans son essence, est profondément accessible, doit être profondément accessible. Il est adaptable, il est intelligent, il est vivant. Il a cette capacité incroyable de rejoindre une personne là où elle en est, quel que soit son âge, quel que soit son état physique et quelle que soit son histoire. Mais encore faut-il savoir le rendre accessible. Et c'est là que tout se joue. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la pratique qui exclut, c'est la manière dont elle est transmise. C'est aussi la vitesse à laquelle on enseigne, c'est le niveau implicite que l'on impose. C'est la manière dont on pense un cours sans toujours se demander qui réellement peut y entrer. Et je me suis moi-même posé cette question de manière très honnête. Est-ce que j'enseigne un yoga accessible? Ou est-ce que j'enseigne un yoga qui fonctionne uniquement pour ceux qui sont déjà prêts? Et cette question, elle peut être inconfortable, mais elle est essentielle parce que le métier de professeur de yoga est en train d'évoluer. Aujourd'hui, il ne suffit plus de savoir guider une séance, il ne suffit plus d'avoir suivi plusieurs formations, il ne suffit plus d'être passionné. Ce qui fait la différence, c'est la capacité à comprendre réellement les besoins des personnes que l'on accompagne, à adapter sans simplifier, à rendre accessible sans dénaturer, à enseigner avec précision et avec responsabilité. Et à partir du moment où on commence à faire ce basculement, eh bien tout change. La manière dont on construit ses cours, la manière dont on se positionne, la manière dont on développe son activité. Parce qu'on ne cherche plus à faire entrer les élèves dans une pratique, on construit une pratique dans laquelle les élèves peuvent réellement entrer. Et c'est là, selon moi, que le yoga retrouve tout son sens. Le yoga n'est pas une pratique à imposer, c'est une expérience à rendre accessible. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Si ce que je viens de partager avec toi t'a aidé à voir les choses peut-être autrement ou t'a donné au moins une prise de conscience utile, prends 2 secondes pour liker la vidéo, ça aide énormément la chaîne à se développer et à faire connaître aussi ce contenu à d'autres professionnels qui en ont besoin. Si tu veux aller plus loin sur le yoga sur chaise, la structuration de ton activité ou le travail avec les entreprises et les structures, pense aussi à t'abonner à la chaîne parce que je partage tous les dimanches maintenant des contenus ultra concrets, issus du terrain, de mon expérience, pour t'aider à enseigner autrement et à développer une activité peut-être plus stable, plus professionnelle et plus rentable. N'hésite pas non plus à partager cette vidéo à un collègue, une collègue ou quelqu'un qui se pose exactement les mêmes questions en ce moment. Et très souvent, on se rend compte qu'on n'est pas seul à bloquer sur ces sujets. Namasté.